L'enquête sur les incidents familiaux nécessite toujours une sensibilité particulière et une attention aux détails. Lorsque tous les membres de la famille sont dans le collimateur des enquêteurs, il devient beaucoup plus difficile de démêler le nœud des événements. La pratique montre que la vérité, dans de tels cas, peut être complètement inattendue et amène même les enquêteurs les plus expérimentés à reconsidérer leurs hypothèses initiales. La vie de Sarah Rare a commencé à l'été 1963, le 20 juin. Dans son enfance, elle était inséparable de sa sœur Nancy. Son enfance a été marquée par des déménagements constants. Son père servait comme officier dans l'armée de l'air. Quand Sarah a eu 6 ans, la famille s'est installée au Nouveau-Mexique. À l'école, elle a montré des capacités exceptionnelles, particulièrement en sciences exactes et en mathématiques. Les tests ont révélé un quotient intellectuel élevé. Malgré ses lunettes massives, Sarah rayonnait de charme et d'énergie, trouvait facilement un dénominateur commun avec son entourage et souriait constamment. 1980 fut une étape importante pour Sarah. Elle a terminé l'école et a été admise à l'Université des mines du Nouveau-Mexique, où elle a reçu une bourse. Bien qu'elle vivait maintenant séparément, le lien avec sa famille, particulièrement avec Nancy, est resté fort. Seule 1 heure de route la séparait de chez elle, ce qui lui permettait de visiter sa famille les week-ends. Pendant ses années d'études, le destin l'a réunie avec Paul Cohen. Après l'obtention de sa licence, ils se sont mariés. Sarah a poursuivi ses études en master tout en planifiant sa carrière. Les plans ont cependant changé lorsque Paul a obtenu un poste gouvernemental dans le district de Columbia. Le déménagement a forcé Sarah à abandonner ses études. Maintenant, 30 heures de route la séparaient de sa famille. Elle a trouvé un poste de statisticienne à l'Agence nationale de sécurité, où elle s'occupait d'analyse de données, de déchiffrement de code et de travail avec des informations classifiées. Les collègues l'appréciaient comme une employée extraordinairement responsable. Pendant son temps libre, Sarah travaillait sur un roman policier. Elle adorait ce genre. Au travail, elle s'est liée d'amitié avec Laura Bitter. Les femmes passaient beaucoup de temps ensemble, communiquant avec des collègues. En voyant le bonheur familial de Laura, qui avait des enfants, Sarah voulait aussi devenir mère. Cependant, après 3 ans de mariage, une aliénation est apparue entre les époux, conduisant au divorce. En 1990, Sarah a décidé de poursuivre son éducation et s'est inscrite à la prestigieuse université Johns Hopkins pour des études du soir, qu'elle a combinées avec le travail. C'est là qu'elle a rencontré Lorenzo Rares, 25 ans, issu d'une famille philippine très unie. Ce jeune homme sociable et intelligent travaillait dans une entreprise de télécommunications. Lorenzo entourait Sarah de soins et de chaleur. Leur relation était remplie de sincérité et de tendresse. L'histoire de Sarah et Lorenzo a commencé par le mariage le 7 septembre 1994. La jeune femme avait 31 ans et avait déjà obtenu son master. Avec son mari, ils s'installèrent dans une maison confortable à Elk Ridge, État du Maryland. 3 ans plus tard, quand Sarah avait 33 ans, son fils tant attendu Will est né. À cette époque, ses parents s'éloignèrent encore plus. C'est pourquoi la famille de son mari, particulièrement sa mère Emily, devint le principal soutien de la jeune mère. Elle travaillait dans une maison de retraite et passait souvent du temps avec son petit-fils. Au début, la relation avec la famille du mari était merveilleuse. Mais Sarah remarqua que Lorenzo ne prêtait pas assez d'attention à leur fils et à elle-même. Le mari, quant à lui, pensait que sa femme consacrait trop de temps à l'enfant et devint jaloux. Avec le temps, il se convainquit que sa femme l'avait seulement utilisé pour avoir un enfant. Le couple commença à s'éloigner l'un de l'autre. La situation s'aggrava lorsque Lorenzo arrêta de prendre les antidépresseurs prescrits par son psychiatre.
Son comportement changea. Il commença à contrôler excessivement chaque pas de sa femme. Sarah se tourna vers sa belle-mère pour obtenir de l'aide, mais celle-ci préféra ne pas s'en mêler. En juin 1998, elle dut demander le divorce. Peu après, Lorenzo quitta leur maison. Sarah s'immergea dans son travail et les soins de son fils. Quand elle était occupée, une nounou s'occupait du petit. Régulièrement, le garçon rendait visite à son père et sa grand-mère. Les connaissances admiraient comment Sarah pouvait concilier carrière et maternité. Dans son temps libre, elle commença l'équitation, bien qu'elle dût mettre de côté le travail sur son roman policier, dont 3 chapitres étaient déjà terminés. Le processus de divorce traîna en longueur en raison de désaccords. Pour le 3 décembre 1998, une audience décisive concernant la garde fut fixée. Lorenzo commença à revendiquer le droit d'élever son fils. Le vendredi 13 novembre, Sarah amena le petit chez son père pour le week-end. Le samedi, elle alla faire des courses avec son amie Laura. Elles convinrent de s'appeler le lendemain matin. Quand Sarah ne rappela pas, Laura commença à appeler chez elle. Il s'avéra que la veille à 20h46, un message avait été laissé sur le répondeur qu'elle n'avait pas remarqué initialement. Laura pensait que son amie ne faisait que reporter leur rendez-vous. Au lieu de cela, l'enregistrement de 40 secondes contenait des sons inquiétants, des coups sourds, des exclamations féminines indistinctes, le bruit d'un téléphone qui tombe, des bruits de lutte et puis une respiration haletante. Laura, inquiète, essaya pendant des heures de joindre son amie, mais la ligne téléphonique était constamment occupée. La direction de police du district a reçu un appel inquiétant. Une femme préoccupée a informé les enquêteurs d'une étrange conversation avec son amie qui s'est brusquement interrompue. Quelque chose dans cet appel l'a tellement inquiétée qu'elle a demandé une vérification urgente de la situation. Les officiers arrivés ont immédiatement remarqué une fenêtre brisée dans la maison où vivait la femme avec son fils. En entrant par l'entrée principale, les agents de patrouille ont été accueillis par une surprise. L'alarme s'est déclenchée. Cela semblait étrange, car le système aurait dû réagir à la fenêtre brisée. Dans le salon, ils ont trouvé Sarah Rahr, 35 ans, immobile. L'état de la pièce indiquait un événement extrêmement violent. L'enfant n'a pas été trouvé dans la maison. Les spécialistes qui ont examiné la scène de crime ont constaté de multiples blessures sur la femme. Les enquêteurs ont même suspecté un caractère rituel de l'événement. Certaines particularités de la scène indiquaient un plan inachevé. L'ami n'a contacté la police que le soir. D'après l'heure du dernier appel et l'état de la scène de crime, les experts ont déterminé que tout s'était passé environ un jour plus tôt. Les enquêteurs ont remarqué que quelque chose avait manifestement été recherché dans la maison. Certains objets avaient disparu. Cependant, de nombreux objets de valeur sont restés intacts, ce qui a conduit les enquêteurs à conclure à une mise en scène. Des traces de chaussures ont été découvertes sur le sol, menant à la fenêtre brisée. On suppose que l'inconnu est entré et sorti précisément par celle-ci. L'emplacement de la maison a aidé l'auteur à disparaître rapidement. Une forêt dense commençait juste derrière. Tout indiquait que l'inconnu était familier avec la maison. Il connaissait évidemment la position des capteurs d'alarme et les endroits où il ne se déclencherait pas. L'intensité des actions suggérait de forts motifs personnels. D'après la taille des traces de chaussures, les spécialistes ont déterminé qu'elles appartenaient à un homme. De nombreuses traces de mains floues ont été trouvées sur la scène de crime, mais pas d'empreintes nettes. L'étranger portait probablement des gants. Lors de l'inspection de la cour, l'instrument du crime a été trouvé. Laura est arrivée le soir même. Quand elle a vu le cordon de police autour de la maison de son ami, elle était horrifiée. Après avoir appris l'incident, elle s'inquiétait le plus du sort du garçon. Mais la police ne pouvait encore rien dire. Plus tard,
il s'est avéré que l'enfant aurait dû être chez son père. Les officiers ont interrogé les voisins dans l'espoir de trouver des témoins de l'incident inhabituel. Malheureusement, à part l'arme trouvée, qui a été immédiatement envoyée pour examen, aucune autre trace significative n'a pu être découverte. La nouvelle de l'incident dans la maison de Sarah s'est rapidement répandue dans la région et a atteint ses collègues de la NSA. Les parents qui vivaient à 1000 km en Alabama ont également appris ce qui s'était passé. La sœur de Nancy a particulièrement mal pris la nouvelle. Les experts ont examiné l'enregistrement téléphonique et ont déterminé l'heure de l'incident. Il s'est produit peu avant l'appel. Dans sa précipitation, Sarah voulait composer le numéro d'urgence, mais a accidentellement appuyé sur le 8 au lieu du 9. Le numéro de Laura était enregistré sur cette touche. C'est pourquoi le message s'est enregistré sur le répondeur de son ami. Laura est devenue un témoin clé dans l'enquête. En tant qu'amie proche de Sarah, elle a rapporté en détail les événements des derniers mois. Selon ses dires, seul l'ex-mari Lorenzo pouvait être le principal suspect. Il était très jaloux de la relation entre la mère et le fils et avait arrêté de prendre ses antidépresseurs, ce qui a considérablement détérioré son état mental. Laura savait qu'il possédait des armes dangereuses, y compris des armes courtes et longues, dont l'une était semi-automatique. Malgré la situation difficile, Sarah s'est efforcée de maintenir des relations normales avec son ex-mari et l'a même convaincu d'abandonner les armes à feu. Néanmoins, la situation a conduit au divorce. Après cela, le comportement de Lorenzo est devenu imprévisible. Sarah a été forcée de chercher une protection judiciaire. L'incident du 27 juin a été particulièrement significatif lorsqu'elle a remis les papiers du divorce. Il a utilisé la violence contre elle, a pris l'enfant et a menacé qu'elle ne le reverrait jamais. Sarah ne l'a pas suivi, inquiète pour la sécurité du petit. Le soir, Lorenzo est revenu avec un ultimatum inacceptable, utilisant son fils comme moyen de pression. Il est resté dans la maison et a refusé de partir. Le 28 juin, la pression a continué. Ce n'est que le lundi, quand l'occasion s'est présentée, que Sarah a pu appeler la police. Cependant, Lorenzo a convaincu les officiers arrivés que c'était sa maison, sa famille, et qu'il n'y avait pas de violation de la loi. Le comportement de l'homme inquiétait même les forces de l'ordre. Ils ont décidé d'évacuer Sarah avec l'enfant dans la voiture de service. Le 29 juin, elle a demandé une ordonnance de protection. Un processus a commencé pour déterminer la garde et la pension alimentaire de l'enfant. Lorenzo a déménagé et Sarah est rentrée chez elle avec son fils d'1 an. L'avocat du mari a présenté des contre-accusations, affirmant qu'elle était celle responsable de la pression psychologique et de l'infidélité conjugale. À la fin de l'été, un accord provisoire a été conclu concernant les visites avec l'enfant. Selon le document, Lorenzo pouvait voir son fils 2 jours par semaine. Les autres jours, l'enfant était avec sa mère. Ces rencontres étaient toujours tendues. Lorenzo essayait constamment de blesser et d'humilier son ex-femme. L'homme envoyait régulièrement des messages qui suscitaient chez elle des inquiétudes quant à la sécurité de l'enfant, y compris des allusions à son transfert aux Philippines. Même le juriste a remarqué le caractère déraisonnable de telles déclarations. Lorenzo a tenté sans succès de demander un passeport pour l'enfant. Ce comportement inapproprié a conduit les enquêteurs à lui accorder une attention particulière lors de l'enquête sur les événements ultérieurs. La particularité du quartier était que les maisons voisines étaient situées à une distance considérable de l'appartement de Sarah. Aucun des résidents n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel ce jour-là. De plus, malgré divers systèmes de sécurité, il n'y avait pas de caméras de surveillance dans la zone. Les enquêteurs ont découvert que le 13 novembre, Sarah était en contact avec son ami. L'affaire de divorce touchait à sa fin. Lorenzo n'a pas reçu les privilèges souhaités et Sarah a partagé ses craintes quant à sa possible réaction à cette issue. Dans la conversation avec Laura,
Elle lui a demandé de s'occuper du garçon si la situation prenait une tournure défavorable. Elle a également mentionné qu'elle gardait une poêle à côté du lit pour des raisons de sécurité. Telle était l'intensité de son inquiétude ces derniers mois. Il restait environ 3 semaines jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. Plus tard, il s'est avéré que le garçon était bien installé dans la famille Rars. Cette décision contredisait les souhaits de la mère. Elle s'opposait fermement à ce que les parents de l'ex-mari prennent en charge l'éducation. Le 16 novembre, les forces de l'ordre sont arrivées à la résidence de la famille Rars. Comme il n'y avait pas de raison grave pour arrêter Lorenzo, les enquêteurs ont décidé de lui annoncer la triste nouvelle concernant son épouse et d'observer son comportement. Quand il a entendu la nouvelle, il est tombé à genoux en sanglotant bruyamment. Cependant, un officier attentif a remarqué un détail intéressant. Lorsque l'homme s'est relevé, aucune trace d'émotion n'était visible sur son visage. On avait l'impression qu'il mettait délibérément en scène une représentation pour les forces de l'ordre. Par la suite, Lorenzo a été invité au commissariat pour un entretien. Lors de l'interrogatoire, il s'est comporté avec assurance, même avec une touche d'arrogance. Dès les premières minutes, Lorenzo a catégoriquement nié sa participation aux événements. Selon ses dires, il avait récupéré l'enfant le vendredi et avait passé tout le samedi avec lui. Le soir critique, selon lui, il se trouvait en compagnie de sa famille. Cette affirmation n'a été confirmée que par ses proches. Compte tenu de la relation tendue avec Sarah, leurs déclarations ont suscité des doutes dans l'enquête. Lorenzo lui-même a présenté une version impliquant l'ancien patron de Sarah, Don Luis, suggérant une possible relation. Selon Lorenzo, l'employé de la NSA aurait pu tenter d'éliminer l'unique témoin de leur relation, risquant de perdre sa haute position. Cependant, la nature de l'incident suggérait des motifs profondément personnels. C'est pourquoi les enquêteurs ont continué à considérer Lorenzo comme le principal impliqué dans l'affaire. À ce moment-là, aucune preuve directe n'avait été trouvée contre lui. Il a donc été libéré après l'interrogatoire. Les enquêteurs ont demandé l'autorisation de collecter des échantillons biologiques et d'examiner la maison familiale. Malheureusement, les analyses en laboratoire prenaient beaucoup de temps à l'époque, ce qui a prolongé le processus sur plusieurs mois. En parallèle, l'analyse des traces trouvées sur la scène de crime a été effectuée. Les enquêteurs ont poursuivi les discussions avec les membres de la famille Rars. Au cours des conversations, des contradictions sont apparues dans les paroles de Lorenzo. Certains proches affirmaient qu'il avait passé la soirée avec eux. D'autres insistaient sur le fait qu'il avait travaillé jusqu'à 22 heures. La fouille minutieuse de la propriété de la famille Rars, y compris leur véhicule, n'a donné aucun résultat. Les enquêteurs n'ont rien trouvé qui puisse être lié à l'incident, pas même des chaussures avec un profil de semelle similaire à celui trouvé précédemment. La principale personne d'intérêt avait déjà contacté un avocat et refusé toute coopération ultérieure. L'éducation de Lorenzo et ses 2 masters ont compliqué davantage le travail des enquêteurs. La situation a changé avec l'implication des spécialistes de la NSA dans l'affaire. Ils ont lancé une enquête interne utilisant les technologies les plus modernes et les meilleurs spécialistes pour élucider les événements concernant leurs employés. Les employés de la NSA ont examiné les enregistrements du répondeur. Ils pensaient entendre dans le dernier message Sarah prononcer le nom Mike. C'était le nom du frère de Lorenzo. Il a été décidé d'avoir une conversation avec le jeune homme. Malgré sa nervosité visible, il n'a partagé aucune information significative. Plus tard, l'ex-femme de Lorenzo, Becky, a accepté d'aider à l'enquête et a autorisé l'enregistrement de sa conversation. Elle a eu une longue conversation téléphonique avec son ex-mari et a essayé prudemment d'obtenir les informations nécessaires, mais sans succès. Suite à cela, la NSA a mis fin à sa participation à l'enquête, concluant que l'incident
n'étaient pas liées aux activités de l'agence, mais étaient de nature personnelle. Après un mois, les experts ont reçu les résultats de l'analyse ADN des traces sur l'objet trouvé. En plus des traces de Sarah, on y a trouvé du matériel de l'auteur présumé. Cependant, à la surprise des enquêteurs, il ne correspondait à aucun des échantillons prélevés sur les personnes impliquées dans l'affaire. Le matériel génétique n'appartenait à aucun des hommes de la famille Rare, ni à l'ancien superviseur Don. Les mois suivants n'ont apporté aucun nouvel indice. Même l'intervention des spécialistes du FBI n'a pas aidé à faire avancer l'enquête. Cependant, les agents fédéraux ont pu dissiper l'hypothèse que Sarah avait prononcé un nom dans l'enregistrement. C'était simplement des bruits peu clairs. Le 1er juin 1999, de nouvelles découvertes sont enfin apparues dans l'enquête. Au commissariat, une information importante est arrivée d'un enquêteur du district de Baltimore. Il s'agissait d'une confession inattendue d'Ardell Tickles, âgé de 18 ans, qui était en détention pour un incident avec son ancien superviseur de McDonald's. Pendant son séjour en cellule d'isolement, Ardell a partagé avec son compagnon de cellule une histoire concernant un incident avec une femme. Les détails décrits correspondaient étonnamment au cas de Sarah. Le compagnon de cellule, espérant une réduction de peine, a accepté d'aider dans l'enquête. Sur un enregistreur, Ardell a raconté les détails des événements du 13 novembre, bien qu'il ne connaissait même pas le nom de cette femme. Il a décrit comment il était entré dans l'appartement par une fenêtre en utilisant un dispositif de tir. Le jeune homme a rapporté qu'une ancienne collègue l'avait poussé à le faire et lui avait promis une récompense de $5 000. Bien que les paroles du détenu aient été prises avec précaution, il connaissait des détails de l'incident qui n'étaient pas publiquement connus. Cela donnait de la crédibilité à son récit. Les enquêteurs voulaient entendre la version complète et découvrir l'identité du commanditaire. Selon Ardell, une femme avait dépeint Sarah sous un jour extrêmement négatif. On lui avait dit que Sarah aurait fait preuve de discrimination et aurait aussi été la cause d'événements tristes avec sa connaissance. Après ces histoires, Ardell était négativement disposé et prêt à des actions irréfléchies. Il a affirmé ne pas avoir compris les véritables motifs de la commanditaire qui l'avait induit en erreur. Pour le travail, il n'a reçu que 3 000 au lieu des 5 000 promis, mais n'y attachait pas d'importance car il considérait ses actions comme justifiées. Quand on lui a montré des photos des principaux impliqués dans l'affaire, il n'a reconnu personne. Il était étonnant qu'il ne connaisse même pas le nom de la commanditaire, bien qu'il ait accepté une affaire sérieuse. Ardell avait eu un destin difficile, une mère atteinte de troubles mentaux, des années en internat où il avait été gravement maltraité par ses pairs. Cela avait fortement influencé son caractère. Malgré son passé propre, il était impétueux et facilement influençable. Lorsque les enquêteurs ont montré une photo d'Emily, la mère de Lorenzo, Ardell a immédiatement reconnu la commanditaire. Quand il a appris la véritable histoire du conflit entre les familles, il a été bouleversé de voir comment il avait été trompé. Il s'est avéré que toutes les accusations contre Sarah étaient en vain des mensonges. Elles ne faisaient que perturber les plans de la famille de l'ex-mari. Cependant, les témoignages seuls n'étaient pas suffisants pour des conséquences juridiques sérieuses. Il a seulement été établi qu'Ardell et Emily avaient effectivement travaillé ensemble dans une maison de retraite. L'analyse ADN sur la poignée de l'outil a confirmé l'implication d'Ardell et l'implication d'Emily a été prouvée par des transactions bancaires documentant le paiement au perpétrateur. Finalement, la femme a été accusée de conspiration. Une des sœurs de Lorenzo a partagé l'histoire de la relation compliquée entre Emily et Sarah. Emily exerçait un contrôle excessif sur la vie de son fils. Le refus de Sarah de suivre ses instructions l'a profondément blessée. Avec la détérioration de la relation entre Sarah et Lorenzo,
L'aversion envers la mère du petit-fils n'a fait que s'intensifier. Dans les conversations avec les enquêteurs, elle a admis des désaccords. Le comportement de sa belle-fille était perçu comme une insulte personnelle, ce qui s'expliquait par les traditions philippines dont Émilie était issue. Aux Philippines, il est des coutumes d'obéir inconditionnellement au mère, et la femme soulignait constamment ces différences culturelles. Elle considérait la désobéissance et le manque de respect de la part de Sarah comme un acte impardonnable. C'est pourquoi elle estimait ses actions justifiées et ne montrait aucun remords. Le procès contre Émilie a commencé en janvier 2000. Il était remarquable qu'aucun membre de la famille Rare ne soit venu la soutenir. Le procureur a affirmé que le motif principal était la peur de perdre l'influence sur le petit-fils. Selon les dossiers de l'affaire, l'accusé avait incité un naïf employé de 17 ans à commettre des actes illégaux. Elle a même exprimé son mécontentement concernant la partie inachevée du travail. C'est pourquoi elle a retenu $2000 du paiement. Après les audiences, Émilie a été reconnue coupable d'un crime particulièrement grave et d'incitation. À ce moment-là, sa version des événements avait changé. Elle insistait sur le fait qu'elle voulait seulement effrayer Sarah pour qu'elle renonce à la garde de l'enfant. Selon le témoignage d'Émilie, elle a simplement montré la maison à Ardey et lui a demandé de jeter des pierres. Les enquêteurs ont trouvé cela peu crédible. Le jeune homme connaissait la disposition des pièces et pouvait entrer sans déclencher le système de sécurité. Cela indiquait qu'Émilie avait partagé des informations détaillées. Cela signifiait que ses intentions étaient plus sérieuses que la simple intimidation. D'autant plus que personne ne paierait $3000 pour jeter des pierres. Le verdict a été prononcé le 18 avril 2000. Dans la salle d'audience, la femme a pleuré, parlé de remords, et qu'elle ne voulait pas de telles conséquences. Ses paroles n'ont pas été crues. Émilie a reçu la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle a insisté sur la non-participation de son fils Lorenzo à l'incident. L'écoute de ses conversations en prison n'a fourni aucune preuve de sa culpabilité. Cependant, les proches de Sarah croyaient que c'est lui qui a poussé sa mère à ses actions. L'audience dans l'affaire d'Ardey était prévue pour mars, mais il a conclu un accord avec le procureur et a avoué sa culpabilité. Il a montré du remords et a dit qu'il priait quotidiennement pour Sarah et sa famille. Grâce à l'aveu, il a reçu la possibilité de demander une libération conditionnelle. En 2009, Émilie a fait appel, affirmant qu'elle avait changé pour le mieux et s'était convertie à la foi. L'appel a été rejeté. Le 8 février 2023, le jour de l'anniversaire de sa mère, Lorenzo est décédé à l'âge de 57 ans. Émilie, qui a maintenant 88 ans, continue de purger sa peine. En 2024, Ardey a reçu le droit de demander une libération conditionnelle, ce qu'il a fait. Il affirme qu'il regrette et aspire à une nouvelle vie. Une décision concernant sa demande est en attente.